Bonjour Isabelle Balkany. Bonjour Ruth Elkrief. Merci de nous recevoir dans votre bureau de la mairie de Levallois. Vous arrivez à l'instant du tribunal où votre mari, Patrick Balkany, a été condamné à 4 ans de prison pour faute fiscale et a été sous mandat de dépôt, c'est-à-dire directement conduit à la prison de la santé. Vous-même, vous avez été condamné à 3 ans de prison sans mandat de dépôt et avec 2 ans avec sursis. Est-ce que vous allez faire appel et qu'avez-vous ressenti? Parce qu'on se souvient que vous n'étiez pas allé, vous n'aviez pas assisté au procès. Je vais vous dire, d'abord, en ce qui me concerne et qui a peu d'intérêt, mon avocat a fait immédiatement, le bâtonnier sûr, a fait immédiatement appel de ce jugement. Pour ce qui est de Patrick, je suis évidemment bouleversé, meurtri, triste et inquiète pour l'homme que j'aime depuis 43 ans. Parce que je suis fier de lui, je suis fier de ce qu'il a accompli et de ce qu'il accomplira. Nous avons reçu tous les deux une éducation qui nous a donné la conviction que lorsque l'on commet une faute, eh bien il faut l'assumer. C'est ce que nous avons toujours fait. Nous en avons commis, comme tout le monde, quand nous étions jeunes élus, par ignorance, etc. Nous avons toujours assumé. Mais encore faut-il que la sanction soit proportionnée à la faute. Mon mari, je pensais, peut-être naïvement, j'aurais dû poursuivre mes études de droit, que l'on plaçait sous mandat de dépôt quelqu'un qui représentait éventuellement un danger pour l'ordre public ou qui pourrait quitter la France subitement. Ce n'est évidemment pas le cas de mon époux. De plus, j'ai été... Comment vous comprenez du coup ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, c'est bien ce que je vous dis. Et je le comprends d'autant moins que en lisant des extraits du jugement, le président du tribunal a dit 2 fois qu'il n'y avait pas un centime d'argent public. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent, vous avez reconnu la fraude fiscale, vous et votre mari. Mais le président du tribunal, lorsqu'il lit le jugement, il insiste sur le fait que vous avez eu, je cite, une volonté de dissimuler votre patrimoine et que, d'une certaine façon, vous avez rompu le pacte républicain. Oui. Ça veut dire, comme élu, d'une certaine façon, il y a une forme de trahison d'une promesse de la démocratie et de l'exemplarité. Ruth Elkrief, nous avons, et mon mari l'a expliqué, pour des raisons familiales très particulières. Je ne dis pas que c'est une excuse à la faute, mais il y avait des raisons familiales, patrimoniales très particulières. Sachant que, par exemple, moi, ma famille a quitté la France depuis 30 ans, et que l'on parle de la succession de mon père il y a 35 ans, et que toutes les preuves sont là. Bien. Et que mon mari, c'est autre chose. Son père était déporté à Auschwitz et quand il a fait fortune, il n'a pas, vous savez, comme disaient nos grands-mères, voulu tout mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien. Il n'y a pas un centime. Ça n'a rien à voir avec la gestion de la ville. La ville a été parfaitement gérée et je pourrais vous en faire la démonstration. Donc, je ne comprends pas ce mandat de dépôt. Alors, quand je vous ai dit que je suis ulcérée, brisée, mais je suis aussi très inquiète. Alors vous savez, maintenant, il y a les réseaux sociaux qui vous inondent de haine. Et effectivement, quand j'ai eu un burn-out, les médecins ont eu beau me protéger. J'ai lu un déferlement antisémite et de dire que j'avais pris simplement 2 aspirines et que tout ça était bidon, si je puis dire, parce que je ne voulais pas aller au procès alors que j'aurais bien aimé y aller. Eh bien, il se trouve que, vous voyez, les pépins de santé, c'est comme les facteurs. Quand ils vous livrent un recommandé, ils ne téléphonent pas avant de sonner à la porte. Et il se trouve que mon mari, qui est un être digne, parce que son père lui a appris qu'il avait survécu au camp de déportation, parce qu'il était resté digne et orgueilleux.
Et lui, qui est digne et orgueilleux, il n'a pas voulu dire qu'il a un pépin de santé qui fait qu'il a fini aux urgences de Pompidou avec perfusion de morphine et que hier matin, il a passé la matinée à l'Institut Marie Curie. Bien, alors, ce n'est pas un cancer terminal, on ne va pas commencer non plus à... Voilà. Il ne s'agit pas de le faire passer pour une victime, mais quand vous voyez l'homme que vous aimez et que vous admirez partir tout d'un coup pour une incarcération que je trouve à la fois disproportionnée et par-dessus le marché, et alors là, vous me permettrez de le dire en tant qu'élu, que je trouve totalement contraire au respect du suffrage universel. Mais on parle effectivement de droit et on parle aussi peut-être de l'incompréhension par le tribunal d'une forme de double vie que vous auriez eue en quelque sorte. Routel Krief, on ne va pas refaire le procès, ça je m'y refuse totalement. Je vous ai dit ce que je pensais du verdict. On ne va pas refaire le procès, ça c'est très clair. Voilà. Après. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où le jugement a été prononcé? J'ai ressenti une immense souffrance. Une immense souffrance. Et en plus parce que je sais que mon mari en ce moment souffre, lui aussi, physiquement. Et j'ai ressenti, je vous le répète, une injustice parce que ça ne s'est jamais, jamais, jamais vu en France. Alors, qu'est-ce que c'est pour faire un exemple pour les Français? Parce qu'il y a une question de morale publique aussi. Je ne veux pas chercher les motivations. Je vais bien réfléchir. Je suis sûr que je tirerai des conclusions. Mais je ne les tirerai pas devant les médias. Voilà. Les conclusions, oui, je les ai à peu près en tête. Mais je trouve ça tout à fait insensé. Vous êtes devenu une forme de symbole. Oui, on se demande pourquoi. Mais attendez, excusez-moi, nous sommes devenus une forme de symbole parce qu'aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, à part vous et quelques-uns autres que je respecte infiniment pour les connaître, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des claviers qui font un déferlement indécent de la vie, qui jettent tout le monde en pâture, nous et les autres. Alors, la différence ici, Madame Elkrief, c'est que, voyez-vous, nous sommes peut-être un peu atypiques dans le sens que nous avons consacré notre vie à une ville. Moi, à la limite, j'aurais pas eu besoin de travailler dans ma vie, c'était pas un problème. Hein. Toutes les femmes de ma famille n'ont jamais travaillé. Bien, mais nous avons voulu quelque part rendre un peu de ce qui nous avait été donné. Et nous avons une relation avec les Levalloisiens qui n'est pas une relation normale, si je puis dire, d'élus locaux avec leurs habitants. Mais Isabelle Balkany, c'est pour cela peut-être que c'est incompréhensible. Vous avez l'impression que les Levalloisiens peuvent comprendre que vous ayez... oui, eux, ils le comprennent très bien, oui. Cette fraude fiscale que vous reconnaissez et par ailleurs... la manière dont vous les avez servis, dont vous les avez accompagnés, effectivement, il y a une forme, vous avez été réélu, c'est la 6e, si vous êtes candidat, ce sera le 6e mandat, donc ça fait 40 ans. Mais vous savez, mais c'est cela qui surprend. Je l'ai dit, quand moi j'ai craqué, moi, la soi-disant femme forte... vous semblez assez forte, là. Ça me fait rigoler. Non, j'essaye. C'est un rôle de composition. Je vous le dis sincèrement. Mais quand j'ai craqué, et je l'ai déjà dit, et je le pense sincèrement, ce ne sont pas les psys qui m'ont sauvé. Ce sont les Levalloisiens. Alors, il y a eu un concours de circonstances. On a eu un incendie très grave. Il y a eu des sinistrés, 207, ce n'est pas rien. Une arche de Noé levalloisienne avec des chiens, des chats, des enfants, des tortues, etc. Des personnes avec des profils évidemment très différents. Et oui, j'ai vécu avec eux pendant 15 jours, oui, j'étais tout le temps avec eux, pendant que Patrick, lui, s'occupait des problèmes techniques pour que le marché rouvre le dimanche suivant, pour éviter qu'il y ait 600 salariés au chômage technique ou au chômage tout court. C'est votre vie, c'est notre vie. Oui, mais donc vous ne comprenez pas ce qui arrive aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire que pendant des années, vous avez eu le sentiment
Que vous étiez protégé, qu'il ne se passerait rien. Mais protégé par qui, enfin? Mais vous rigolez. Protégé par qui? Excusez-moi, protégé par rien du tout. Nous avons eu un contexte patrimonial, familial, particulier, dans les deux cas. Bon, eh bien voilà, ça nous a conduit à faire une faute qui est d'omettre de déclarer certains biens. Alors, certains biens d'ailleurs, parce que je vois jongler sur vos écrans et partout des chiffres absolument faramineux. Alors, je voudrais simplement vous signaler que ce sont des chiffres de prétendues évaluations du fisc pour des biens qui, comme par hasard, une fois qu'on les vend, sont vendus 5 ou 6 fois moins cher que l'évaluation du fisc. Vous parlez de la villa de Saint-Martin. Je parle de la villa de Saint-Martin. Voilà. Alors c'est voilà, donc on peut jongler avec des chiffres. Il y avait aussi votre fils aujourd'hui avec vous. C'était frappant. À la fin du procès, votre mari lui a demandé un peu pardon de l'avoir entraîné dans cette situation. Et vous êtes inquiète pour lui. Écoutez, vous savez, c'est aussi une culture qui nous a donné peut-être des principes de vie. Vous savez, je suis l'exemple exact de la sang-mêlée dont on a tant parlé à une époque. Avec une mère protestante, presque calviniste, je dirais. Un père venant d'Afrique du Nord, juif. Le père de mon mari, déporté, résistant, par dénonciation, comme de bien entendu. Donc voilà, je dirais que nos parents nous ont donné une espèce de structure à la fois mentale et psychologique, qui est que dans l'adversité, il faut savoir résister et garder la tête haute. Alors, c'est ce que j'essaye de faire, avant de m'écrouler, mais ça, je le ferai sans vous. Vous vous êtes écroulé au moment du procès, justement. Ah, mais je me suis écroulé avant le procès. Avant. Mais vous savez, pour une raison simple, c'est qu'à un moment donné, il y a un tel délire médiatique, on dit de telles énormités. Vous allez mieux? Vous allez mieux? Vous le voyez. Ouais. Enfin bon, j'allais mieux. Vous recevez un torrent de boue et tout d'un coup, je ne sais pas comment vous dire. Alors, je suis pas psy, je sais pas très bien l'expliquer, mais vous avez l'impression d'être dissoute. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout ce que vous avez pu faire de bien dans votre vie, et je pense que nous avons fait beaucoup de choses très bien avec vos maris, et j'ose le dire, et je le dis fermement, eh bien vous avez l'impression que tout ça est dissous. Vous n'avez plus que de la boue. Et à un moment donné, ça devient insupportable. C'est tout. Alors, on ne cherche pas forcément à mourir. Qu'est-ce que c'est que la mort? Comment l'appréhende-t-on, suivant ce que l'on croit ou pas? Mais je voulais que ça s'arrête. Et aujourd'hui? Dormir. Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, parce qu'on vient de faire quelque chose que je considère comme parfaitement injuste à mon mari, eh bien, aujourd'hui, j'ai retrouvé et je retrouverai ma force de combattre et je le ferai avec les Levalloisiens qui nous soutiennent et que j'aime parce que c'est notre famille. Ici, vous êtes à la mairie, vous êtes dans notre maison et vous avez vu quand vous êtes rentrés, le personnel communal en larmes et je leur ai dit devant vous qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il fallait combattre et que puisque je suis destinée pendant quelques jours, j'espère seulement, à être mère par intérim, eh bien, elles auraient des avertissements si elles pleuraient. Parce que nous ne sommes pas là pour pleurer, nous sommes là pour combattre. J'ai, Dieu merci, mes enfants. J'ai des petits-enfants magiques. Et tellement de gens qui m'aiment ici. Il y a 66 000 personnes. Pas 66 000, on ne l'est jamais élu à 100%. Hein, je reste réaliste. Ce serait inquiétant. Non, ce serait presque inquiétant, vous avez raison. Mais il y a ici tellement de gens qui m'aiment, qui nous aiment, que voilà. Et puis, je le répète, je suis fière de mon mari. Je l'aime depuis 43 ans. Ça fait un bail. C'est rare, vous savez, maintenant, de nos jours, les couples de 43 ans. Vous regrettez tout ce qui s'est passé. Vous regrettez Je regrette d'avoir fait la faute. Je vous le dis, elle avait des raisons. Et Patrick aussi. Mais elle avait des raisons familiales. Ce ne sont pas des excuses. Je ne suis pas en train de dire on ne méritait pas une sanction.
Je ne suis pas en train de le dire, je ne l'ai jamais dit, et d'ailleurs je l'ai écrit au tribunal, de ma plume. Donc voilà, donc ça je ne l'ai jamais dit. Mais je dis que là, la sanction est du jamais vu en France, est totalement disproportionnée. Et les motivations ne me paraissent pas forcément honorables. C'est-à-dire? Non, que vous c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire, voilà, votre avocat, l'avocat de Patrick Balkany a dit on s'est payé Balkany, voilà, c'est une humiliation inutile, on s'est payé Balkany aujourd'hui. Mais oui, ça fait longtemps. Vous êtes, quand je disais vous êtes le symbole, c'est aussi parce que la justice a été lente, parce qu'il y a eu un certain nombre d'affaires et que vous êtes resté en place. Donc il y a eu le sentiment que vous pouviez rester en place. Mais Ruth El-Khrief, le temps de la justice, c'est pas nous qui l'imposons. Quand vous avez une instruction totalement à charge, mais totalement, pas à 100%, à 150% à charge, bon, agrémentée par des fuites aux médias et des informations toutes plus saugrenues les unes que les autres. Alors la seule chose que nous avons faite, c'est de ne jamais répondre. Et pourquoi? Parce que, je vous dis, j'ai fait le même métier que vous, c'est mon métier, j'ai en charge, entre autres, la communication de la ville, et je considère qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait le buzz, il ne faut pas participer au buzz, c'est tout. Isabelle Balkany, aujourd'hui, il y a eu donc une peine d'illégibilité qui a été prononcée contre votre mari, contre vous aussi. Elle n'est pas à exécution provisoire. Et donc, il faudra attendre tous les recours. Ça n'avait d'ailleurs pas été requis par les procureurs. Mais donc, il faut attendre que tous les recours soient épuisés. Vous pouvez vous présenter aux prochaines élections. Ce sera le cas? Oui. Mon mari l'a dit. Quand vous dites vous... Attendez, c'est pas, on ne se présente pas en duo, si je puis dire. Vous avez cette image du couple, même s'il y a eu des orages dans votre couple, vous avez eu l'image d'une unité de couple. Vous savez, Ruth El-Khrief, je suis sans doute une 68arde attardée, mais s'il y a quelque chose que je déteste, c'est l'expression « les Balkany ». Il y a Patrick Balkany, l'homme que j'aime et que j'admire, et puis il y a moi, avec ma personnalité... Voilà, j'ai quelques regains féministes. Mais vous voyez tous les débats qu'il y a aujourd'hui entre justice et politique, vous voyez ceux qui démissionnent du gouvernement, vous voyez les demandes de démission, vous voyez le fait qu'il y a une demande des Français en général, à la fois de la transparence et à la fois d'une forme de responsabilité et d'éthique, y compris personnelle, pour les élus. Mais bon, voilà, une éthique personnelle, c'est vrai. Je pense effectivement qu'on ne doit pas... avoir été les seuls dans ce pays à commettre des fautes vis-à-vis du fisc. Mais bon, effectivement, il ne faut pas que ce soit le cas. Mais enfin, je vous rappelle quand même que nous parlons de choses d'il y a 30 ans. Bon, les sommes, on ne va pas refaire le détail, mais bon... On ne refait pas le procès. Non, je vous signale simplement que ce sont des choses très anciennes. Juste le fait que, par exemple, vous n'avez... jamais payer l'ISF, ça peut choquer les habitants de Levallois. Pourquoi? Mais non. En plus, bon, écoutez, non, je ne veux pas refaire le procès. Mais je rappelle que nous étions séparés de corps et de biens, à un moment donné. Comment vous envisagez maintenant les semaines qui viennent? Mais je vais vous donner mon emploi du temps immédiat. Aujourd'hui... là, je vais avec mon fils m'occuper tout de suite et les avocats de mon mari pour pouvoir lui apporter ces médicaments dont il a absolument besoin dès ce soir. Parce que s'il ne les a pas dès ce soir, cette souffrance est telle qu'ils seront obligés, je pense, de le transporter en urgence dans un hôpital. Et puis, demain, je vais aussi réunir, je vais demander si je peux aller le voir. Dimanche, je serai au marché de Levallois, puisqu'il a lieu dans les jardins de l'Hôtel de Ville, maintenant. Lundi, j'ai une grosse réunion de chantier avec un bataillon de choc de levalloisiennes élues et agents municipaux, qui sont toutes des femmes, parce que nous avons depuis longtemps un abri pour les sans-abri, et figurez-vous qu'il est entièrement masculin.
ce qui me hérisse. Alors c'était pour des raisons de configuration des locaux. Eh bien, de lundi, je conduis une réunion de chantier pour modifier les locaux, faire les travaux, pour que nous puissions accueillir les femmes qui sont de plus en plus nombreuses. Je tiens à le souligner. J'ai encore eu plusieurs cas il y a 15 jours et ça m'a beaucoup touchée. Et donc, puis lundi soir, je dirigerai la réunion de la majorité et je présiderai le conseil municipal la semaine suivante. Vous êtes, je dirais, déterminé, vous voyez devant vous, et la politique, finalement, c'est un virus. Non, alors ce n'est pas... Non, alors là, vous savez... Il faut tout faire pour s'y raccrocher, non, quoi. Il faut pas lâcher. Je reviens au Moyen-Âge de ma vie. Et j'ai fait des études de sémantique. Je faisais des études de sémantique à Nanterre en 68, il y avait Cohn-Bendit, là. Et donc les mots ont un sens. La politique est un virus? Non, pour moi surtout pas. Je déteste la politique politicienne dans ce qu'elle a de sectaire, de débat consistant à deviner le sexe des anges pendant des heures, ça m'horripile. Je déteste ça. Ce que j'ai aimé dans ce que j'ai fait en qualité d'élu local, à la mairie, mais aussi 25 ans au Conseil général, où je me suis occupé des collèges, où en 88 j'ai touché, si je puis dire, 40 collèges en très mauvais état, et que j'ai rendu 25 ans après 110 collèges dans ce département, totalement moderne, c'est que j'ai fait 50 métiers. Oui, j'ai créé des référentiels pour les collèges. Oui, j'ai créé des référentiels pour les maternelles. C'est pas la politique, voilà. C'est l'action, c'est ce que vous dites. C'est l'action et c'est de faire pour les autres. Et ça... Et pourtant, pour moi, vous avez des ennemis. Et pourtant, vous avez des ennemis, beaucoup d'ennemis. Mais madame, qui n'en a pas? Vous croyez que vous n'en avez pas? C'est parce que je lis sur les réseaux sociaux, où vous vous faites honteusement insulter à tout bout de champ? Non, mais alors ça, elle est belle, votre interrogation. Bien sûr qu'on a des ennemis. Tout le monde a des ennemis. Qui vous ont... Et surtout dans un climat aujourd'hui que je trouve épouvantable, de haine, de racisme, d'antisémitisme, de tout ce que vous voulez, de haine en général, et qui, moi, m'effraie parce que mon père m'avait toujours dit que la France était le pays de l'humanisme et je ne le retrouve pas. Je ne retrouve pas aujourd'hui cette France-là. Et puis mon père me disait toujours aussi, ma fille, dans la vie, regarde devant toi. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Vous me pardonnerez cette boutade, mais votre père, il vous a dit aussi de ne pas tricher. Oh, je ne sais pas. Alors là, vous savez, il a été... il faut croire qu'il avait mal élevé, il nous a mal élevés, parce que ce sont mon frère et ma sœur ceux qui expliquent les histoires familiales qui n'ont pas été très correctes. Mais bon, voilà. Vous avez reçu des messages de soutien et pendant que vous étiez à la clinique, vous avez été soutenu, vous avez... Ça n'a pas arrêté. J'ai été à tel point que j'ai dû embaucher provisoirement et bénévolement ma fille, Vanessa, qui répondait. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous a fait parvenir un message de soutien? Oui, évidemment, et Carla est venue me voir. Et aujourd'hui? Carla, je l'avais au téléphone hier. Et aujourd'hui, depuis la décision? Non, parce que je suis rentré très vite à la mairie, puisque je n'avais rien à faire au tribunal, et que il y avait une meute de claviers, de caméras et de micros voraces, et que j'ai préféré m'en sortir. Vous allez trouver la force de traverser ces moments. Vous avez retrouvé de l'énergie. Écoutez, si j'étais croyante et pratiquante, je vous dirais, j'espère que Dieu me donnera cette force. Mais c'est vrai que le modèle de ma vie a toujours été mon père. Et Philippe Juvin, notre ami qui est un maire élu, et qui est urgentiste à Pompidou et qui est venu tout de suite auprès de moi, m'a raconté après, ce que je ne sais pas puisque j'ai eu une amnésie totale de 3 semaines, que lorsque j'ai commencé à me réveiller et à parler, je m'engueulais, pour dire vrai, avec mon père, parce que lui-même me disputait en me disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà. Donc, vous voyez, une fois de plus, mais je ne sais pas parce que c'est Philippe qui a été le seul témoin. Donc, vous voyez, bon, une fois de plus, mon père m'a motivé et finalement, je me dis que la seule chose que j'espère, c'est que
lorsqu'on se retrouvera au pays des anges, il sera fier de sa fille. Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes arrivé au tribunal? Vous n'y étiez pas pendant le procès. Est-ce que vous aviez le sentiment que votre vie pouvait basculer à ce moment-là? Évidemment. Rien à dire sur la salle elle-même du tribunal qui n'a aucun intérêt, qui est complètement froide, anonyme. Bon. Mais évidemment, j'avais un sentiment d'angoisse pour mon mari, c'est évident. Pas pour moi, je suis jamais angoissée pour moi. Je suis toujours angoissée pour les autres. On dit que ce sont les mères juives. Mais voilà, c'est sans doute ça. Comment vous vous préparez à la prochaine échéance? Prochaine étape, 18 octobre, deuxième jugement. Rotel Krief, je ne me prépare pas. Je fais pas du coaching. Je ne me prépare pas du tout. Je bosse. Je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Et je bosse au service des Levalloisiens. Point. Comme je l'ai fait depuis 35 ans. Vous faites campagne déjà là, un peu. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ça me fait un peu rire, votre question, parce qu'évidemment, il y a tout le débat des municipales, et dans certaines villes, et les étiquettes politiques, etc. Alors nous, ici, on est aussi très atypiques. Ça fait plus de 20 ans que nous nous présentons sous l'étiquette de notre parti politique local qui s'appelle le Rassemblement pour le Valois. Parce que ce que Patrick a toujours cherché, ce ne sont pas des gens avec une étiquette, vous savez, au-dessus de la tête. Ils s'en fichent complètement. Vous n'êtes pas de gauche quand même? Non, mais bien sûr que non, on n'est pas de gauche. Mais je vais vous dire, j'ai travaillé 25 ans au Conseil général pour les collèges. J'ai travaillé avec des élus communistes, socialistes, etc., qui sont même devenus mes amis. Je m'honore qu'ils soient devenus mes amis et je m'honore d'être leur ami. Je n'ai absolument pas ce genre de sectarisme. Mais ce que nous voulons, c'est avoir une équipe municipale avec des gens, jeunes, moins jeunes, etc., qui aient envie de travailler, qui aient la possibilité de travailler au service de leurs amitiés. Vous savez, quand je vous écoute, vous n'avez aucun doute sur le fait que vous serez élu. C'est incroyable. Mais c'est pas que j'ai aucun doute, bien sûr que si, j'ai des doutes. Attendez, on a été battus. Enfin, ça veut dire quoi, vous n'avez aucun doute? Bien sûr que si. C'est une... non, mais par la loi, par la justice. Je serais totalement stupide. Bon, mais attendez, comme vous l'avez dit vous-même, il y a toute une série de recours. Et puis bon, si un jour, vous savez, quand vous êtes frappé d'inéligibilité pendant 10 ans, excusez-moi d'avoir un sourire, mais à 75 ou 76 ans, ça change un peu la problématique. Mais ce que nous voulons, nous, c'est ici, avec notre équipe, continuer à travailler, parce qu'une ville, elle est en évolution sans cesse, et surtout, les attentes des administrés changent en permanence. C'est l'Empire Balkany, on a dit. Oh, écoutez, alors ça, je suis folle de rage de ce titre ridicule que vous avez donné à votre émission, l'Empereur Balkany. Ça veut dire quoi? Il a reçu le Valois de droit divin, c'est stupide. Il est élu au suffrage universel, c'est la démocratie, c'est pas un empire. C'est une toute petite ville, le Valois, qui fait 2,5 km². Et c'est du clientélisme. Et on est 66 000. Et comme vous l'a dit, comme l'a dit sur un plateau un prétendu journaliste, écrivain, bouffi d'incompétence, il prétend que c'est du clientélisme. Alors moi je vais vous dire, quand vous sollicitez le suffrage de vos concitoyens, est-ce que vous le faites pour leur faire la gueule? Pour leur dire non à tout? Pour leur dire je ne peux rien faire? Non. Nous, on a toujours considéré que quand les gens ont un problème, les Levalloisiens, il faut essayer de le résoudre. Et je peux vous dire qu'on ne le peut pas toujours. Et pour moi, ça a toujours été une souffrance, et pour Patrick aussi, quand on ne peut pas résoudre les problèmes des Levalloisiens. Alors, si le clientélisme, c'est se mettre au service de ses administrés, je revendique le clientélisme haut et fort. Mais c'est une absurdité. C'est le rôle de tous les maires. Et d'ailleurs, on le voit bien, les électeurs, eux, qui sont peut-être plus en prise directe que les claviers, les médias, etc., avec leurs élus locaux, le savent bien, puisqu'ils disent tous qu'ils sont plus proches de leurs élus locaux. Dernière question. Rien ne va changer entre vous et les Levalloisiens à partir d'aujourd'hui? Mais je n'en sais rien. Il y en a qui seront certainement contents si nous sommes battus, mais je n'en sais rien, mais je m'en fiche. Je vous dirais, moi, je vais jusqu'au bout de mon combat, c'est-à-dire de continuer à travailler pour la ville que j'aime et les Levalloisiens que j'aime. Et que nous aimons, Patrick et moi. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci Isabelle Balkany de nous avoir accordé cet entretien.